Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va évoquer la réforme douanière européenne. Quelles conséquences pour les plateformes d'e-commerce? Ce sera dans quelques instants avec Aurélie Vuchet-Bondé, associée au sein du cabinet Cornet-Vincent Ségurel. On évoquera ensuite le développement du contentieux public-privé des affaires avec Benoît Neveu, associé au sein du cabinet Lacour Traquin-Tatar. Et enfin, on parlera du rôle pour le CSE en matière environnementale avec Claire Tergeman, associée chez De Gaulle Florence. Voilà pour les titres. Lex Insight, c'est parti! Réforme douanière européenne, quelles sont les conséquences pour les plateformes d'e-commerce? On en parle tout de suite avec mon invité Aurélie Vuchet-Bondé, associée au sein du cabinet Cornet-Vincent Ségurel. Aurélie Vuchet-Bondé, bonjour. Bonjour Arnaud. Une nouvelle réforme douanière vise à engager la responsabilité des plateformes de e-commerce pour les produits non conformes vendus sur leur site. Quels sont les principaux objectifs de cette réforme douanière européenne? Alors, les principaux objectifs de cette réforme douanière européenne sont de moderniser et d'harmoniser les procédures douanières européennes existantes afin de mieux contrôler l'explosion des importations des colis liés au e-commerce et notamment des colis de faible valeur. Donc pour vous redonner un petit peu le contexte, en 2024, il y a eu plus de 14 milliards de produits dits de faible valeur, c'est-à-dire inférieurs à 150 €, qui ont été importés en Union européenne, ce qui correspond à 12 millions de colis par jour. C'est énorme. Parmi ces 12 millions de colis, plus de 90% venaient de Chine et 70% ne respectaient pas les normes européennes. En outre, il faut savoir qu'avec les 27 États membres, il y a une absence de communication entre les systèmes informatiques douaniers. Et donc à ce jour, il y a plus de 111 systèmes informatiques qui ne communiquent pas entre eux. Donc la réforme douanière a principalement 3 volets. Le premier volet est un volet économique, avec la suppression de l'exemption des droits de douane pour les colis inférieurs à 150 €, ce qui vise à lutter contre la concurrence déloyale que peuvent subir certains producteurs européens qui ne bénéficient pas des mêmes avantages fiscaux, et surtout à améliorer le contrôle des produits importés. Un deuxième point va être la création d'une autorité européenne douanière et la mise en place d'une plateforme numérique centralisée qui permettra aux autorités douanières de mieux tracer les flux de marchandises. Une troisième mesure va être d'améliorer l'interconnexion entre les systèmes numériques existants afin, idéalement, avec l'aide de l'intelligence artificielle, d'identifier avant même leur arrivée sur le territoire européen des produits dits dangereux ou non conformes. Et enfin, il va y avoir l'introduction d'une redevance dite non discriminatoire, c'est-à-dire qu'elle s'appliquera aux importateurs de produits quelle que soit leur origine géographique ou leur taille, afin de couvrir finalement les frais ou les coûts liés à ces contrôles douaniers renforcés. Le deuxième volet de la réforme est un volet sécuritaire. Pour ce volet sécuritaire, il y a le règlement européen pour les services numériques qui met en place des obligations renforcées pour les grandes plateformes d'e-commerce type Amazon, AliExpress, Temu ou encore Shein. Et lorsque ces obligations ne sont pas respectées par ces grandes plateformes, type le fait de devoir contrôler qui sont les vendeurs des produits mis en ligne ou la possibilité de supprimer très rapidement de leur plateforme des produits qui seraient signalés comme étant dangereux ou non conformes, eh bien ces sociétés, ces plateformes encourent une sanction pouvant aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. Le troisième volet est un volet environnemental, avec l'entrée en vigueur en juillet 2024 du règlement européen d'éco-conception, qui vise à améliorer la durabilité des produits importés tout au long de leur cycle de vie, donc y compris pour la réparabilité et la recyclabilité. Il y a également un élargissement de la responsabilité élargie des producteurs, qui va désormais inclure les textiles et les chaussures, ce qui est lié au gaspillage engendré par la fast fashion, et avec une modulation des contributions qui seraient payées par les importateurs, c'est-à-dire que lorsque les produits seraient davantage durables, alors les frais liés
à cette responsabilité élargie des producteurs serait plus faible par rapport à des producteurs qui importeraient des produits, par exemple, qu'on ne peut pas recycler à la fin et qu'on doit impérativement détruire. On a vu les objectifs de cette réforme qui sont ambitieux. On va s'intéresser à la responsabilité des plateformes de e-commerce. Comment la nouvelle législation entend-elle renforcer cette responsabilité des plateformes ? Eh bien, les plateformes ne vont plus être de simples intermédiaires, mais vont véritablement devenir des acteurs responsables. Il y a plusieurs mesures qui vont être mises en place. La première, c'est que les plateformes d'e-commerce vont avoir l'obligation d'identifier leurs vendeurs, mais surtout de s'assurer, avant même que les produits soient mis en ligne, de leur conformité. Un deuxième point, les plateformes vont devoir coopérer avec les autorités douanières pour leur faire remonter immédiatement les informations lorsque des vendeurs ou des produits seraient identifiés comme étant non conformes ou dangereux. Les plateformes doivent également offrir la possibilité aux consommateurs de signaler très facilement et rapidement des produits qu'ils auraient identifiés comme étant contrefaits, non conformes ou dangereux. Les plateformes vont également devoir mettre en place des enquêtes internes pour s'assurer qu'il n'y a pas de pratiques commerciales trompeuses avec par exemple des faux avis ou des fausses promotions. Mais surtout, les plateformes vont maintenant avoir une responsabilité partagée avec les vendeurs, c'est-à-dire que si un produit est considéré comme non conforme, alors la responsabilité des plateformes pourra également être engagée. Ça, c'est un changement important. Exactement. On va s'intéresser maintenant à la protection des consommateurs. Qu'est-ce qui est prévu par cette législation en matière de protection des consommateurs ? Alors la réforme douanière vise bien évidemment à renforcer la protection des consommateurs européens. Elle va se faire par plusieurs campagnes d'information pour alerter les consommateurs sur les risques qu'ils prennent lorsqu'ils effectuent des achats en ligne. Ces campagnes d'information seront diffusées via les réseaux sociaux, par des influenceurs ou bien par des spots publicitaires. Les consommateurs devront également être informés de leurs droits face à des vendeurs qui sont situés en dehors de l'Union européenne, notamment concernant les garanties légales ou leurs différents recours envisageables. Il va y avoir la mise en place de plateformes pour la résolution de litiges, avec une plateforme qui s'appelle ECCnet, qui est pour les consommateurs des centres européens, et également les modalités de résolution alternative des litiges ADR. Enfin, les consommateurs verront leurs droits renforcés grâce à la mise en place de formations qui s'appellent Consumer Pro, qui viseront à sensibiliser des experts juridiques, des médiateurs ou des membres d'associations de consommateurs sur les risques encourus par les consommateurs. Alors, on va revenir aux plateformes d'e-commerce. Tout à l'heure, vous avez énuméré les obligations de ces plateformes. Quels sont les défis pour ces plateformes d'e-commerce pour se conformer à ces obligations, justement ? Bien, l'un des défis principaux est le fait que la réforme va entrer en vigueur à partir de janvier 2028. C'est-à-dire qu'à partir de janvier 2028, il y aura cette autorité européenne douanière qui aura été créée et les dispositions spécifiques liées au e-commerce rentreront en vigueur. Donc, les plateformes, pour se conformer à la réforme douanière, vont devoir mettre à jour leur système informatique afin de pouvoir faciliter la traçabilité des vendeurs, mais surtout la conformité des produits en amont de leur mise en ligne. Les plateformes vont également devoir travailler pour renforcer la façon de communiquer avec les autorités douanières et leur faire remonter les informations qui auraient été identifiées sur leur plateforme. Les plateformes, si ça n'est pas déjà le cas, vont devoir mettre en place un système pour les consommateurs pour signaler tous les produits qui seraient dangereux ou non conformes. Et enfin, cela va engendrer un coût supplémentaire pour les plateformes, puisqu'elles vont devoir effectuer des enquêtes également en interne pour limiter, comme ce que je vous le disais tout à l'heure, les éventuelles pratiques commerciales trompeuses, avec tout ce qui est faux avis et fausses promotions qui se multiplient de nos jours. Ensuite, les plateformes ont intérêt à le faire assez rapidement et elles sont incitées à le faire étant donné qu'elles encourent ce fameux risque d'une sanction pouvant aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial, ce qui devrait tout de même les inciter à se mettre en conformité assez rapidement. Bon, on voit effectivement que les défis sont nombreux, mais effectivement, les sanctions peuvent être dissuasives et justement entraîner un mouvement vertueux. Merci beaucoup Aurélie Vuchet-Bonté pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Cornet Vincent Ségurel. Je vous en prie, merci Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler du développement du contentieux public-privé des affaires.
On poursuit tout de suite ce Lex Inside et on va parler du développement du contentieux public-privé des affaires avec mon invité Benoît Neveu, associé au sein du cabinet La Cour Traquin-Tatar. Benoît Neveu, bonjour. Bonjour Arnaud. Le droit des affaires est un droit mixte, privé mais également public. Pouvez-vous nous expliquer cette mixité du droit des affaires ? Effectivement, cette mixité, elle vient avant tout, je crois, des acteurs du monde des affaires. Classiquement, quand on pense droit des affaires, on pense droit des relations entre les entreprises, entre les opérateurs économiques privés. Mais il faut aussi tenir compte de ce qu'il y a beaucoup de personnes publiques qui sont des acteurs aussi de la vie des affaires. Alors évidemment, l'État, les personnes publiques en tant que régulateurs de la vie économique, bon, ça naturellement on y pense, mais également en tant que client. C'est tout le sujet de la commande publique. C'est par exemple que, selon les derniers chiffres qui ont été diffusés par le ministère de l'économie, la commande publique, c'est plus de 170 milliards de commandes. 170 milliards d'euros de commandes en 2023, c'est effectivement considérable. Et puis, les personnes publiques sont aussi des opérateurs économiques, parfois même en concurrence directe, pas seulement monopole, en concurrence avec des opérateurs privés, qu'on pense à des grandes entreprises nationales ou des sociétés dans lesquelles l'État a des participations, SNCF, Areva, Thales et autres, mais aussi et surtout des milliers d'opérateurs publics locaux, des régies publiques, des sociétés publiques locales, tout le monde de l'économie mixte. Et effectivement, c'est en cela qu'on peut considérer qu'il y a une vie des affaires à laquelle les personnes publiques sont partie prenante, et donc on a bien une mixité, un droit public des affaires, un droit public privé des affaires. Alors on a vu cette mixité du droit des affaires, on va s'intéresser à la gestion des contentieux. Pourquoi la gestion des contentieux doit tenir compte de cette mixité que vous venez de nous présenter ? Naturellement, cette mixité, les actions des personnes publiques sur le marché, les interactions qu'elles peuvent avoir avec les opérateurs économiques sont potentiellement source de litiges. Ce qui fait qu'il y a bien un contentieux, pas seulement un contentieux privé des affaires, mais un contentieux que je qualifierais de public-privé des affaires. Et dans la gestion de ces contentieux-là, effectivement, un certain nombre de spécificités ou d'éléments, d'évolution à prendre en compte. Deux principalement, je dirais, d'abord sur l'approche des contentieux devant le juge administratif. Il ne s'agit pas de remettre en cause le fait qu'il y a certains litiges qui relèvent du juge judiciaire, d'autres du juge administratif, mais je crois que notamment les avocats doivent de plus en plus tenir compte de la dimension économique des litiges qu'ils portent devant le juge administratif, apporter un certain nombre d'argumentations, de développement. Le juge administratif, lui, se sensibilise de plus en plus, se forme à l'analyse économique, et on doit aussi, c'est des éléments de l'argumentaire pour essayer d'amener le juge à prendre en compte cette dimension qui, dans la situation actuelle de notre pays, est une dimension aussi de l'intérêt général, la préservation des intérêts économiques des aujourd'hui, on est obligé d'intégrer cette dimension économique. Il me semble que c'est une nécessité, en tout cas qu'il faut aller dans ce sens-là et pousser aussi l'évolution de la jurisprudence en apportant au juge ces éléments-là. Le deuxième élément, c'est dans la mobilisation des outils contentieux et de ce qu'on peut mobiliser, oui, au service des dossiers qu'on défend, en regardant ce qui se fait aussi du point de vue des contentieux privés des affaires pour utiliser ces outils-là, les mettre en œuvre ou s'en inspirer. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus. Peut-être un ou deux exemples. Un exemple sur l'obtention des preuves. Quand on est devant le juge administratif et qu'il nous manque un certain nombre d'éléments, de documents, etc., on met en œuvre des procédures dites CADA pour aller récupérer des documents administratifs, faire des demandes, ensuite tout un parcours du combattant pour récupérer des documents. Il se trouve que dans le Code de procédure civile, devant le judiciaire, vous avez aussi des procédures dites de l'ordonnance de l'article 145 du Code de procédure civile qui permettent d'aller opérer des saisies. Et rien n'empêche, dans certains cas, de le faire auprès de personnes publiques. Et ça, c'est des procédures qui sont de plus en plus courantes et qui sont courantes en droit privé des affaires et qu'on voit peu ou presque pas du tout en droit public. Donc il faut essayer d'intégrer ces outils.
Exactement, intégrer ces outils de la même manière. Vous avez aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, beaucoup de sociétés d'économie mixte à capitaux publics-privés, les sociétés notamment qu'on appelle CEMOP, qui sont des sociétés qui passent des contrats avec les collectivités locales, et quand vous avez des litiges liés à l'exécution de ces contrats ou liés à l'exécution de la vie de ces sociétés, le premier réflexe du publiciste, ça va être d'aller sur une logique purement contractuelle dans la relation avec la collectivité qui a passé le contrat. Mais cette collectivité, elle est aussi coactionnaire, et très souvent, les litiges peuvent aussi se traiter sur le plan du coactionnariat et en mobilisant des outils traditionnels du contentieux des affaires entre deux coactionnaires, qu'ils soient privés ou publics. Donc on voit qu'il y a plein de liens entre public et privé, et ça doit aussi interroger les avocats par rapport à leur stratégie contentieuse. Comment les avocats doivent-ils adapter leur stratégie contentieuse pour prendre en compte cette dimension public-privé ? Je pense que déjà, en ayant une bonne connaissance effectivement de ces outils, ça ne veut pas dire d'être spécialiste de tous les outils, mais une bonne connaissance de leur existence pour avoir les bons réflexes. Ensuite, c'est la capacité à réunir des compétences adaptées et à faire travailler ensemble publicistes et privatistes au service d'un objectif contentieux commun. De ce point de vue, je pense qu'il faut, en tout cas je constate qu'il y a certaines habitudes, qu'il faut peut-être faire évoluer certaines habitudes qui perdurent. Il faut casser les codes ? Casser les codes, effectivement, casser les codes, que les privatistes comprennent que les publicistes ne sont pas simplement un support technique, spécialisé, ponctuel dans le traitement de leur dossier quand il y a une problématique de réglementation, par exemple. Et puis, les publicistes doivent aussi comprendre qu'ils ont beaucoup à apprendre de la gestion des contentieux par leurs confrères privatistes. Donc, c'est d'une certaine manière une meilleure connaissance mutuelle de cela. Et en tout cas, c'est ce à quoi je m'emploie, ce à quoi nous œuvrons quotidiennement au sein de mon cabinet, parce que déjà, on a une assez forte culture de travail en commun, mais parce qu'on croit aussi que c'est un axe fort de positionnement et de développement de notre offre, et ce qui peut aussi distinguer de ce point de vue-là. Pour terminer, comment faire évoluer justement les pratiques des cabinets pour davantage de convergence entre publicistes et privatistes ? Alors, les pratiques des cabinets, encore une fois, elles peuvent évoluer en ayant davantage de travail en commun, encore une fois, de travail en commun, de réflexion en commun, sur des dossiers, en élaborant des stratégies communes. Donc davantage de synergie ensemble, peut-être comme vous disiez tout à l'heure, davantage de connaissances mutuelles, communiquer davantage les uns avec les autres. Communiquer davantage, partager en termes de formation interne. Je crois beaucoup notamment aux échanges entre les équipes. Non seulement effectivement les associés, mais que les collaborateurs puissent aussi beaucoup échanger, faire des présentations entre équipes. On vient de le faire récemment effectivement sur des sujets de droit des sociétés qui étaient susceptibles d'intéresser nos équipes publicistes. Nous l'avons fait du point de vue du secret des affaires en matière administrative auprès d'équipes privatistes du cabinet. Effectivement, il y a cette formation mutuelle. On va conclure là-dessus. Merci Benoît Neveu. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet Lacour Traquin Tatar. Tout de suite, l'émission continue. On va parler du rôle du CSE en matière d'environnement. Quel rôle pour le CSE en matière d'environnement ? On en parle tout de suite avec mon invité, Claire Tergeman, associée au sein du cabinet De Gaulle Fleurance. Claire Tergeman, bonjour. Bonjour, Arnaud. Nous allons évoquer ensemble le rôle du CSE en matière d'environnement. Pour commencer, quelles sont ses attributions en matière d'environnement ?
Alors le CSE, en fait, il a pour rôle, d'être, informé et d'être consulté par l'employeur, en particulier dans les entreprises de plus de 50 salariés, sur, tous les projets, qu'il est amené, à prendre et donc, notamment en matière environnementale. On va s'intéresser à la sensibilisation des salariés aux enjeux environnementaux. Comment le CSE peut-il contribuer à cette sensibilisation des salariés à ces enjeux environnementaux? Alors, première chose, eh bien, les membres du CSE eux-mêmes, en fait, peuvent être formés et sensibilisés à ces questions environnementales dans le cadre d'une formation spécifique. Ils peuvent être également, accompagnés par, l'expert comptable, en fait, lors des réunions, en matière d'information et de consultation sur les projets stratégiques de l'employeur et donc dans ce cadre, eh bien, ils seront amenés à être sensibilisés à toutes ces questions et à eux-mêmes, finalement, à transmettre et à organiser des réunions d'information à l'ensemble des salariés, de l'entreprise. Alors, l'entreprise est amenée à prendre des décisions stratégiques qui ont parfois un impact écologique. Quel est le rôle consultatif du CSE concernant ces décisions stratégiques en matière écologique? Alors, le CSE, il y a 2 catégories, en fait, de consultations. Il y a ce qu'on appelle d'un côté les consultations ponctuelles, où l'employeur, en fait, a l'obligation d'informer et de consulter le CSE sur, toutes les questions, qui intéressent la marche et l'organisation générale de l'entreprise et donc, dans ce cadre, eh bien, il doit, à travers ces projets, heu, solliciter finalement l'avis consultatif du CSE sur les questions et les conséquences environnementales de ces décisions à venir et plus récemment, le code du travail a été modifié, depuis le 1er janvier 2025 pour élargir en fait les missions, de consultation du CSE, aux, consultations récurrentes et notamment, sur les questions d'orientation stratégique ou de situation économique et financière, et bien, l'employeur en fait a l'obligation de consulter le CSE désormais, sur, les informations en matière de durabilité, et donc ça c'est une nouvelle, attribution, qui est, fournie au CSE désormais. Alors, on va s'intéresser maintenant au droit d'alerte environnementale du CSE. De quelle manière le CSE peut-il exercer ce droit d'alerte environnementale? Alors, si un membre du CSE constate un risque grave, pour la santé publique ou bien en matière d'environnement, eh bien, il doit, au premier réflexe, en alerter l'employeur. Il a un délai d'1 mois, l'employeur pour réagir et si, l'employeur ne fait rien, eh bien, le CSE a la possibilité de saisir, un représentant de l'État, en fait, auprès du département pour, se saisir de cette question. Alors, on va s'intéresser maintenant au pouvoir d'action du CSE. Quelles sont les limites du pouvoir d'action du CSE en matière environnementale au sein de l'entreprise? Bah, finalement, s'il a des nouvelles attributions en matière environnementale, le rôle du CSE, finalement, se limite à un pouvoir consultatif et finalement, c'est l'employeur qui garde la main puisque, c'est lui qui reste le maître, finalement, des décisions, et de la stratégie de l'entreprise qui va mettre en place en matière, environnementale. Alors, un point qui est aussi important, dont on parle peu souvent, c'est le rôle des syndicats. Quel est le rôle des syndicats en ce qui concerne les enjeux environnementaux? Eh bien, étonnamment, en fait, les dernières, réglementations, en fait, en droit du travail qui ont élargi justement, les attributions en matière, du CSE en matière environnement, eh bien, les syndicats, eux, finalement, n'ont pas vu, en fait, leur pouvoir, s'accroître, dans ces domaines-là et donc on comprend que finalement, c'est le CSE qui doit vraiment, s'emparer de ce sujet. Mais à mon sens, il devrait le faire et pourrait le faire avec l'appui, des syndicats, et notamment en matière de négociation collective. Alors, le CSE doit s'emparer de ce sujet. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Vous venez d'énumérer ces attributions, mais quelles sont les bonnes pratiques en la matière pour le CSE? Eh bien, il a la possibilité de pouvoir s'appuyer, notamment, par exemple, sur, la base de données économique et sociale et environnementale, puisque, là également, le CSE, en fait, a de nouvelles attributions et l'employeur a l'obligation, finalement, de fournir de nouvelles informations en matière d'environnement et donc, le CSE peut aussi se saisir des informations qui sont à sa disposition dans le cadre de cette BDESE pour, eh bien, là encore, jouer un rôle, plus important dans ce sujet.
Vous avez évoqué la question de la durabilité. Il y a une tendance de fond en la matière. Est-ce que, selon vous, on peut aller vers un accroissement aussi du rôle du CSE en matière de durabilité? Eh bien, c'est l'objectif, en tout cas, des récentes réglementations. Et donc, oui, il faut absolument que le CSE prenne, en fait, à bras-le-corps, si je puis dire, ce sujet, puisque finalement, ce sont des enjeux qui ne concernent pas que l'activité de l'entreprise, mais finalement, tout citoyen. Et donc, c'est le rôle, en tout cas, du CSE qui devrait s'attribuer à l'avenir. Et peut-être aussi un aspect qui est important, c'est comment le CSE interagit par rapport à la stratégie de l'entreprise, à l'impulsion que donne l'entreprise en matière environnementale. Alors, son rôle, encore une fois, reste plutôt limité puisqu'en fait, il a un avis consultatif qu'il peut rendre. Et aujourd'hui, l'avis consultatif, en fait, n'est pas un obstacle finalement à l'employeur qui peut poursuivre en fait les projets qu'il souhaite mettre en place et notamment en matière de stratégie. Donc finalement, que l'avis soit favorable ou défavorable, n'empêchera pas l'employeur de mettre en œuvre en fait les projets qu'il présente devant le CSE. Et donc peut-être qu'il faudra réfléchir à l'avenir à élargir encore plus les pouvoirs du CSE pour faire en sorte qu'il puisse peser finalement dans les décisions qui vont être prises par les entreprises dans ce domaine. En définitive, il peut faire que des recommandations? Oui, aujourd'hui, à ce stade, tout à fait, ce sont des avis consultatifs et donc des recommandations qui peuvent fournir, pour venir en appui finalement aux décisions qui vont être prises par les entreprises. On va conclure là-dessus. Merci Claire Tergeman de votre éclairage. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet de Gaulle Florence. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.